bon programme de fidélité implique forcément tous les services de l'entreprise et ne peut être réduit au rabais qu'il propose. Ceci impose, outre une communication sans faille et personnalisée avec ses clients, que l'expérience client soit à la hauteur. Une expérience client sans couture, depuis les visites en magasin, les achats sur le site web et bien sûr, les livraisons et le support client. C'est l'ensemble de ces éléments qui peuvent, en fin de compte, contribuer à fidéliser les clients et même les inciter à devenir ambassadeurs de la marque. Vanessa Knopp, Solution Consultant chez Emarsys, nous a partagé son expérience issue de la mise en place de ce type de programme. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Visionary Marketing. Le sujet du jour, comment Pizza Hut a triplé ses taux de conversion avec son programme de fidélité. Cet article est le dernier d'une série de 7 réalisés par Visionary Marketing pour le compte d'Emarsys dans un dossier intitulé « Comment planter ou au contraire réussir son marketing digital » et destiné à souligner les mauvaises et surtout les bonnes pratiques du marketing numérique. Les programmes de fidélisation que l'on associe d'ordinaire aux réductions et aux remises doivent désormais s'investir intégralement dans l'expérience client et offrir d'autres types de récompenses. Accéder à des ventes exclusives, des expériences en magasin, des échantillons ou tests de nouveaux produits par exemple, va faire ressentir au client qu'il est unique, le fidéliser et le retenir, explique Vanessa Knopp d'Emarsys avec laquelle je vous laisse pour l'enregistrement de cette interview il y a quelques jours. Eh bien, je suis avec Vanessa Knopp de Emarsys. Bonjour Vanessa, vous êtes Solutions Consultant en fidélisation des clients et nous allons justement aujourd'hui envisager les programmes de fidélisation et peut-être déjà faudrait-il définir le champ d'application de ces programmes de fidélisation. Oui, c'est intéressant de définir ensemble de qu'est-ce qu'on entend par fidélité et fidélisation en règle générale. Donc évidemment, ça peut parler de la propension d'un acheteur à interagir avec une marque, à acheter de manière répétée et c'est souvent lié à une expérience client qui est perçue par cette marque. Et donc on parle ici d'un concept qui ne va pas toucher uniquement les marketeurs, mais également tous les autres services qui gravitent un petit peu autour. Donc bien entendu, c'est important que le marketeur communique de manière pertinente avec ses clients au bon moment, avec une bonne personnalisation, etc. Mais c'est également important que l'expérience plus globale soit bonne, avec notamment une expérience en magasin, une expérience d'achat sur le site web par exemple. Également tout ce qui est attrait à la logistique, si les livraisons se passent bien, dans les temps, etc. Et également le support client. Et tous ces éléments-là vont faire en sorte que l'expérience soit optimale et qu'un client aime une marque, revienne et soit fidélisé et devienne un ambassadeur en fait de la marque. Et donc ces programmes de fidélisation client, ils sont bénéfiques pour les e-commerçants notamment. Oui, bien entendu, parce que fidéliser un client, c'est vraiment au cœur de la stratégie, car un client fidèle et satisfait, c'est un client qui va être engagé, c'est un client qui va vraiment devenir un ambassadeur. Et non seulement ce client-là va acheter plus souvent, mais il va également en parler autour de lui, il va faire du bouche à oreille et il va potentiellement également donner des avis sur des produits, sur vos services. Et tout ça va faire en sorte qu'il va vraiment améliorer la perception de votre marque. Donc aujourd'hui, dans un monde qui est vraiment concurrentiel et où les personnes ont tendance à faire des recherches avant un achat, c'est vraiment important de pouvoir bénéficier de ces avis positifs qui sont partagés. Donc quand on parle d'un programme de fidélité, on pense souvent à un programme qui est basé sur des réductions, sur des remises, mais comme je l'ai expliqué avant, on est dans une dimension où il faut plus uniquement se focaliser là-dessus. Bien entendu, ça fait partie des programmes de fidélité et ça marche, mais il faut également vraiment investir dans l'expérience et offrir d'autres types de récompenses dans les programmes de fidélité, avec notamment, on peut penser à l'accès à des ventes exclusives, des expériences
en magasin, peut-être pour une marque qui donnerait par exemple des produits de beauté, des échantillons des nouveaux produits pour être testés. Donc toutes des choses qui vont faire en sorte que le client se sente un petit peu unique et qui vont vraiment permettre de fidéliser et de retenir ce client. Une des choses qui est intéressante également, c'est que quand on a un programme de fidélité, ça veut dire que a priori la personne qui en fait partie, elle a un intérêt pour votre marque et elle va avoir plus de propension à partager des informations sur elle avec vous. Donc par exemple, on pourrait penser à qu'est-ce qu'elle aime, quelles sont ses habitudes d'achat, et toutes ces données déclaratives en fait vont permettre d'un petit peu étoffer les données qu'on a sur le client et du coup encore personnaliser un peu plus cette expérience et voilà, donc permettre d'avoir des interactions qui soient vraiment pertinentes avec le client. Alors quelle est la contribution de ces programmes de fidélisation aux performances de l'entreprise et notamment comment cela a-t-il changé avec la croissance des achats en ligne? Alors, la contribution des programmes de fidélisation, ça va être très dépendant des industries, des marques, etc. Donc, je peux pas vous donner des chiffres comme cela, mais ce qui est certain, c'est que si on a vraiment un focus de la marque sur justement faire en sorte que ses clients deviennent fidèles, on va nécessairement avoir un impact sur les revenus, sur la valeur du cycle de vie client du client, sur le panier moyen, sur le délai interachat. Il y a plein de KPI qui vont être impactés. Et ce qu'on voit aujourd'hui, notamment pour les acteurs du e-commerce, c'est comme je disais que les clients font des recherches. Donc ils vont plus acheter sur un coup de tête et enfin ils le font parfois, mais la plupart du temps ils vont aller voir ok, ce produit-là, est-ce qu'il y a un produit similaire, est-ce qu'il y a le même produit dans une autre enseigne qui potentiellement serait moins cher, est-ce qu'il y a un service incroyable dans une autre marque. Et c'est pour ça que c'est très important de pouvoir se démarquer, parce que maintenant dans un milieu aussi concurrentiel, si on se démarque pas, on va tout simplement pas capter le client, et le coût d'acquisition d'un nouveau client il est important. Donc si on peut justement bénéficier d'ambassadeurs, d'avis positifs, etc., c'est vraiment important. Donc si on investit dans la fidélisation, on va vraiment avoir un impact sur la rentabilité et les coûts d'acquisition potentiellement vont également baisser. Est-ce qu'il y a des obstacles à la mise en œuvre de programmes de fidélisation qui fonctionnent bien ? Alors aujourd'hui, on voit que de nombreux programmes de fidélisation échouent. Ça peut être dû justement à un programme de fidélité qui est un peu mal ficelé, ou avec des récompenses qui sont les mêmes pour tout le monde, qui sont pas très personnalisées, ou ça peut également venir d'une expérience qui est moins bonne. Mais une des choses que moi je remarque dans mes conversations avec mes prospects, c'est qu'un des gros problèmes aujourd'hui, c'est les données qui sont en silo. Donc aujourd'hui, on a énormément de clients qui utilisent de nombreuses applications. Alors on a une application pour gérer les ventes en ligne, les ventes hors ligne, puis on a le site web, on a une application qui envoie des pushs, une application qui envoie les emails, et toutes ces applications vont générer en fait de la donnée, mais en fait la donnée n'est pas forcément unifiée, et donc on va pouvoir avoir une difficulté pour unifier cette donnée. Or aujourd'hui, dans la fidélisation, c'est vraiment important de connaître son client et d'avoir un aperçu de tous les touch points que le client a avec la marque. Et donc ça, c'est vraiment un des obstacles, je dirais, à la mise en œuvre d'un programme de fidélité, parce que pour avoir un bon programme de fidélité, il faut avoir la bonne donnée, et c'est ce qui permettra de l'utiliser. Un des autres obstacles que j'ai vu et que j'ai aussi remarqué en tant que consommatrice, je dirais, c'est que en fait, tout simplement, certains programmes de fidélité ne sont pas très visibles. Donc, on va avoir une page sur un site où on dit, vous avez autant de points, mais en fait, je ne sais pas concrètement à quoi ça me donne droit. On m'a pas envoyé d'email, on m'a pas envoyé de communication qui m'explique un peu comment ça fonctionne. Et donc, en fait, ce programme de fidélité, même si les marketeurs et
l'entreprise a mis du temps et investi de l'argent pour le mettre en place, en fait, les clients ne sont pas au courant qu'ils existent. Donc c'est vraiment important aussi quand on met en place un programme de fidélité, de communiquer, de mettre des programmes en place orientés fidélité. Donc par exemple, voilà, vous avez autant de points, vous avez accès à telle et telle récompense, et sachez que si vous cumuliez encore autant de points, vous auriez accès à ça. Vous pourriez également avoir des programmes qui diraient vous avez autant de points qui viennent à expiration, allez les utiliser. Donc ça, c'est des programmes un petit peu liés vraiment à la fidélité, mais également tout simplement utiliser ce programme de feed dans toutes les communications. Avec les personnes qui n'en feraient pas partie, leur mettre une personnalisation qui dit rejoignez notre programme de fidélité, et pour les autres avoir un blog ou une information sur OK, voici votre statut, voici vos points, voici ce que vous pourriez faire. Donc le fait de communiquer sur un programme de feed, c'est vraiment important, et je pense que ça fait partie du succès de la mise en place. Oui, c'est très clair. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous décrire des exemples de programmes de fidélité que vous avez mis en place par vos clients, de bonnes pratiques ? Oui, bien entendu, on a énormément de clients qui ont mis en place des stratégies de fidélisation, et donc dans MR6, on a la possibilité de définir un programme de fidélisation en utilisant toutes les capacités d'automatisation, de personnalisation, de segmentation, mais également un programme de fidélité à part. Et en fonction des clients, du coup, on a des personnes qui ont souscrit au programme de fidélité MR6, mais d'autres qui n'y ont pas souscrit et qui vont tout simplement avoir le programme qui tourne de leur côté, et nous on va communiquer dessus. Donc il y a énormément de success stories qui sont disponibles sur notre site web, mais ici moi je vais vous parler tout simplement de Pizza Hut. Alors Pizza Hut, je pense que vous connaissez tous. On connaît bien. Donc en fait je vais juste donner quelques chiffres clés, un petit peu les défis que Pizza Hut a eu quand ils sont venus nous voir, quelles sont les solutions qui ont été mises en œuvre pour gérer ces solutions, et du coup les résultats qu'ils ont eus. Donc pour un Pizza Hut, un des gros défis est justement ce dont je parlais plus tôt, tout ce qui est marché concurrentiel. Donc si il y a une mauvaise expérience sur la livraison d'une pizza par exemple, un client va très facilement basculer chez un concurrent. Et Pizza Hut avait des enjeux également liés à, comme je discutais, les données qui étaient totalement en silo, donc ils avaient aucune vision unifiée du client. Ils n'avaient pas d'informations très précises sur les préférences des clients, sur quelles étaient leurs habitudes alimentaires, s'ils faisaient partie d'une famille, etc. Et ils avaient des communications très standards, donc un petit peu tout le monde recevait la même communication, avec tout le monde recevait le même code promo. Donc ils sont venus nous voir et ils ont mis en place du coup une solution où ils ont tout à fait réussi à unifier leurs données pour pouvoir justement avoir une vision plus précise de leurs clients, et ils ont mis en place un programme de welcome, donc les premiers programmes qu'un client reçoit, où ils ont essayé de collecter de l'information sur justement les restrictions alimentaires, les préférences, la taille de la famille, et en fonction des informations qu'ils ont reçues, ils ont adapté un petit peu le message, et ça a vraiment eu beaucoup d'impact. Ils ont également travaillé sur la notion de temps réel. Donc souvent on a des programmes, par exemple d'abandon de navigation ou d'abandon de panier, où on envoie une communication dans la journée, par exemple. Mais dans un business comme Pizza Hut, si quelqu'un ajoute un produit dans son panier, c'est qu'il en a besoin maintenant. Et donc c'est très important de travailler sur cette notion de temps réel et d'envoyer la communication au bon moment. Donc ils ont mis en place des programmes où on réagissait dans les 3 minutes à un panier de navigation, un abandon de panier ou un abandon de navigation, et ça a vraiment eu du succès également.
Également, une des choses qu'ils faisaient, c'est qu'ils parlaient majoritairement à leurs clients via le canal email et pas forcément les autres canaux. Et ils ont, grâce à la donnée, ils ont vu que certaines personnes ne réagissaient pas forcément sur ces canaux-là, et ils ont décidé de les targeter par exemple par SMS ou sur d'autres canaux. Et là également, on a vu vraiment une amélioration. Donc voilà, les résultats qui ont été observés, c'est 2 fois plus de conversions sur le premier mois à la suite du parcours de bienvenue, où on voit vraiment que le fait d'avoir collecté des données sur justement les données déclaratives, sur les préférences alimentaires, ça a vraiment eu un impact. On voit également que le fait d'avoir communiqué en temps réel par rapport aux paniers abandonnés, aux abandons de navigation, ça a augmenté de 3 fois les conversions dans les 30 jours suite à la mise en place de ce programme-là. Donc on voit vraiment que le fait d'agir quand le client est sur le site et de vraiment s'axer sur l'expérience sur le site, ça a eu vraiment des impacts. Alors on voit également qu'ils ont eu de meilleures conversions d'onboarding pour toutes les personnes qui réagissaient plus à leur communication email. Donc tout ce qui est lié au SMS et les autres canaux a vraiment généré également un impact à ce niveau-là. Donc je vous invite, si vous voulez avoir un peu plus de stats, à aller voir sur le site, mais c'est vraiment ici un exemple de client qui n'a pas mis en place un programme de fidélité via MR6 avec basé sur des points, etc., qui avait son propre programme de fidélité avec des statuts, mais qui a vraiment décidé d'utiliser une plateforme d'engagement omnicanal pour communiquer sur ce programme et vraiment améliorer en fait les différents types de communication qui étaient envoyés. Alors, fort de ces exemples concrets, quels sont les outils et les efforts collectifs nécessaires à l'exécution d'un programme de fidélisation digne de ce nom ? Alors là, ça va rejoindre un peu ce que je disais avec Pizza Hut. On va avoir besoin d'avoir un outil d'engagement client omnicanal qui permettra de communiquer sur les différents canaux, mais on va surtout avoir besoin d'avoir une donnée unifiée. Donc il va falloir pouvoir unifier les données des différentes sources, que ce soit le site web, les ventes offline, online, les données d'engagement, les données fidélité. Toutes ces choses-là vont devoir être unifiées. Donc soit on le fait dans un outil comme MR6 où on va justement unifier la donnée, mais on pourrait également avoir une CDP, donc une Customer Data Platform, où on va justement venir unifier toutes ces données et pouvoir l'utiliser. Parce que ce qui est vraiment important pour un marketeur qui doit communiquer et fidéliser un client, c'est de le connaître ses appétences, pouvoir se dire je vais pousser ce produit-là parce que j'ai vu qu'il a vu ce produit sur le site, qu'il a acheté dans cette catégorie, ce genre de choses-là. Il a besoin de le savoir. Donc la donnée est vraiment cruciale et donc cette unification de la donnée est importante. Et ensuite, il va vraiment devoir communiquer avec le client sur le bon canal au bon moment et avec le bon message. Et du coup, ça passe par une segmentation qui est pertinente, une personnalisation des communications et également de la recommandation produit si c'est nécessaire. En tout cas, une des choses qu'on voit aujourd'hui, c'est que le monde de la tech, en fait, et les martech en général, donnent des technologies qui sont vraiment très poussées et qui peuvent permettre d'aller assez loin. Mais ce qu'on a, c'est qu'on a parfois des problèmes d'adoption, donc des personnes qui ont énormément de fonctionnalités à portée de main, mais qui ne les utilisent pas forcément. Donc nous, ce qu'on a mis en place, c'est ce qu'on appelle des tactiques, qui sont des programmes un petit peu pré-pensés en fonction de use case spécifiques. Donc on s'est basé sur les résultats qu'on a eu avec nos clients.
Et du coup, ça permet de mettre en place des programmes très rapidement, donc avec toute la structure du programme, la segmentation, les nœuds d'attente, etc. Du coup, améliorer la notion de cycle de vie client, travailler sur des abandons de panier, des abandons de navigation, mais également des programmes qui sont plus liés à la fidélité. Donc, pour moi, ce qui est vraiment important, c'est cette notion d'unification de la donnée et ensuite de pouvoir segmenter et personnaliser efficacement les communications. Eh bien, merci Vanessa. Dernière question. Comment les e-commerçants qui réussissent leur programme de fidélisation personnalisent-ils leur communication omnicanale avec les clients fidèles à leur marque? Alors là, on va un petit peu résumer des choses qui ont déjà été dites avant, mais donc par exemple, typiquement, si on récolte de la donnée, déjà de la donnée déclarative sur des appétences, sur ce que la personne aimerait recevoir, mais également des données qui sont traquées. Donc par exemple, qu'est-ce qu'une personne va voir sur mon site, quelles sont les catégories qu'elle va voir, mais également de la donnée plus sur ses habitudes d'achat, donc quels sont les achats qu'ils ont faits, quand était le dernier achat, etc. Toutes ces données-là, on va pouvoir les utiliser pour justement segmenter de manière plus pertinente et être sûr qu'en fait on communique en fonction des intérêts d'une personne. Donc on n'est plus du tout dans la génération où on faisait du batch and blast et on envoyait la même communication à tout le monde. Et d'ailleurs, c'est une très mauvaise pratique en termes de délivrabilité. Ici, on est vraiment dans essayer de communiquer les informations qu'une personne a envie de recevoir. Et c'est vraiment important également dans toute cette notion de fidélisation. En fait, le client a vraiment besoin d'avoir le sentiment qu'il peut avoir confiance dans la marque et que la marque le connaît et va communiquer avec lui en fonction de ce qu'il aime et ce qu'il apprécie. Donc voilà, ce qui est important pour moi, c'est vraiment d'avoir la bonne donnée et de l'exploiter de la bonne manière pour pouvoir justement faire des personnalisations et des recommandations qui sont pertinentes. Et du coup, c'est ces aspects-là, en plus de toute l'expérience qui va être offerte par une marque, qui vont vraiment jouer sur la création d'un ambassadeur d'une marque, pour moi. Eh bien, merci pour cette conclusion, Vanessa. On voit que, quel que soit le sujet autour du digital marketing, tout finit par retourner à la donnée, ce qui paraît assez logique. Merci à vous. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.